Bonjour, salut, Ola. Bienvenue sur Vie Lyrique. Je m'appelle Mylène Amélie Nissen, je suis liégeoise, je suis historienne et je suis chanteuse. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener dans une nouvelle aventure. J'ai envie de vous emmener à la découverte de ces oiseaux bizarres qu'on appelle chanteurs lyriques. Alors, de quoi parle ce podcast ? Le concept est assez simple, on va pas vous parler de musique. Suffisamment de personnes le font et le font très bien. Du coup, l'intérêt, c'était de poser d'autres questions et de voir tout ce qui est à côté de la partie musicale de la vie d'un chanteur ou d'une chanteuse. Moi, je suis fascinée par la façon dont ce métier de chanteur façonne le quotidien de ces personnes, de ces troubadours, de ces gens qui ont choisi ce métier. Donc chaque mois, on va vous proposer une ou deux interviews, en français ou en anglais, selon la personne avec qui on va avoir cette petite conversation. Et on va se rendre compte que, ben oui, chanter est un vrai métier. Ce mois-ci, j'ai le bonheur de discuter avec quelqu'un que j'ai rencontré il y a 2 ans dans la belle ville de Toulouse. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de parler avec Irina Stepina, qui est une soprano française du sud de la France et qui, à l'époque où je l'avais rencontrée, m'avait beaucoup émue par le degré d'émotion qu'elle arrivait à mettre dans ses chants et dans sa voix. Du coup, je vous propose de découvrir avec moi Irina. Bon, Irina, est-ce que tu veux bien nous raconter comment est-ce que tu es devenue chanteuse lyrique ? Alors, contrairement à certains ou certaines qui rentrent très tôt, ou en tout cas qui savent très tôt qu'ils veulent devenir chanteurs lyriques, moi ça m'a pris très longtemps. Je suis pianiste de formation quand même, donc la musique quand même m'accompagne depuis maintenant des années. Mais le chant, c'est sur le tard que j'ai découvert ça. Donc je suis passée d'abord par l'apprentissage des mathématiques et puis après l'apprentissage du théâtre parce que j'ai voulu devenir comédienne. C'était le cinéma, moi, qui m'interpellait beaucoup à l'époque. Et donc du coup, j'ai fait des années de théâtre. Et puis, dans ces années de théâtre, je viens du Sud et j'avais un très fort accent du Sud-Ouest que j'arrivais pas à perdre. Et je suis allée voir des professeurs de technique vocale. J'ai pas trouvé quelqu'un qui m'expliquait ce que je n'arrivais pas à faire. Et j'ai décidé d'aller voir du côté des professeurs de chant, tout en sachant que, en tant que comédienne, on me faisait beaucoup chanter quand même en scène. J'avais une voix assez naturelle. Et donc je suis rentrée comme ça dans un conservatoire. Et force est de constater qu'en fait, je me suis complètement révélée dans le chant lyrique. Il y avait quelque chose qui s'est trouvé pour moi, je sais pas, une espèce de quintessence entre cette technique mathématique que j'avais et l'envie d'être sur scène et l'interprétation que le théâtre me permettait. Et avec tout ça, en plus, un très grand lyrisme qui me manquait dans le théâtre ou dans le cinéma. Et du coup, tous les jours, je travaillais ma voix comme un artisan, mais plutôt pour essayer de régler cet accent et ces problèmes vocaux que je pouvais avoir en théâtre, notamment. Il fallait quand même parler très fort pendant très longtemps et je me fatiguais énormément. Et puis, petit à petit, en fait, mon plaisir de chanter s'est avéré être plus important que mon plaisir de jouer. Donc, quelque part, ta vocation pour le chant est en fait due au hasard. Exactement. Non, moi, si vraiment je devais suivre mes désirs, ça serait vraiment actrice de cinéma. C'est quelque chose qui m'animait profondément. Mais la voie, pour y accéder, le chemin est extrêmement difficile. On est très nombreuses, j'ai pas fait peut-être les rencontres que j'aurais pu ou que j'aurais dû pour y arriver. Et j'ai l'impression que j'ai fait les rencontres très importantes dans le chant. Donc du coup, je me suis laissée un peu faire par ces rencontres. Et quand est-ce que tu as pris la décision que le chant, ce serait ton métier, ce serait ta profession ? Alors j'ai maintenant, ça va faire 5-6 ans, où justement j'ai quitté Paris et je suis allée m'installer à côté de mon professeur, à côté de Bordeaux, dans les bois. Pendant 1 an et demi, j'ai fait une sorte de retraite où j'ai tout découvert, j'ai tout appris. Donc déjà, j'ai appris l'univers de l'opéra que je connaissais finalement assez peu. Donc j'ai passé 1 an et demi loin de tout et de tout le monde pour écouter
J'ai énormément écouté pour apprendre. Parce que comme je suis quand même une formation de pianiste, je jouais tous les opéras, je jouais tous les rôles que j'étais peut-être amenée à faire ou à travailler du moins. Donc on me donnait un air à travailler et à côté je déchiffrais l'opéra. C'est énorme en fait, je connaissais pas tout ça. J'ai écouté tout ce que j'ai pu écouter, j'ai joué tout ce que j'ai pu jouer. Et puis évidemment, je prenais des cours très régulièrement et puis tous les jours après, je travaillais ma voix qui était au début une voix assez facile sur une certaine amplitude et puis qui merdoyait. J'avais pas les aigus, j'avais un médium assez important et des graves plutôt importants et des aigus de lyrique légère qui ne correspondaient pas du tout à mon médium et encore moins à ma voix de poitrine. Mhm. Et donc, il a fallu que j'apprenne à homogénéiser tout ça, à trouver mes aigus. Donc, j'ai commencé en tant que mezzo, parce que j'avais des graves et un médium pas trop mauvais. Et donc, assez vite, au bout d'un an et demi de chant, 2 ans, j'ai intégré des chœurs, donc au Capitole à Toulouse et l'Opéra de Bordeaux. D'accord. Et donc après, quand est-ce qu'on devient chanteuse? Est-ce qu'on devient chanteuse dès lors qu'on en vit financièrement? Alors je peux dire qu'au bout de 2 ans, j'en suis devenue professionnelle. Mais évidemment, pour un niveau de soliste, ce qui, moi, m'intéressait, c'était loin, loin, loin d'être suffisant. Et donc, du coup, j'ai évidemment continué de travailler. Et puis surtout, j'ai dû rattraper tout mon retard parce que j'ai commencé extrêmement tard. Mais mes 8 années de théâtre m'ont finalement aidé à comprendre certains mécanismes que j'avais déjà et qui m'empêchaient d'avancer. Et là, j'ai l'impression que j'étais plus âgée, donc j'étais plus mature, donc j'ai pu gagner du temps, je crois. Et donc, il me semble, en chant, aller extrêmement vite comparé au théâtre où c'était très compliqué. Ou en tout cas, un peu plus laborieux. Et puis, j'étais bien entourée en chant. Donc en fait, tu as vite trouvé des personnes en qui tu pouvais avoir confiance et qui sont devenues ton équipe, ta team. Exactement, je pense que c'est primordial, c'est essentiel. Il n'en faut pas beaucoup. 1 ou 2 suffisent. Mon professeur, évidemment, est une personne de qualité que j'apprécie énormément, qui me suit, qui apprend aussi à mes côtés. C'est une relation de confiance. Il me fait travailler, il entend des choses que moi je n'entends pas, il projette des choses que je n'imaginais pas, mais il découvre en fait. J'ai l'impression que son travail c'est une sorte d'archéologue qui fouille et je fouille avec lui. Et on ne sait pas vraiment ce qu'on découvre, même si lui, évidemment, son expérience fait que il entend quand même des choses là où peut aller une voix. Moi, j'exécute de manière assidue, un peu laborieuse, tous les jours. Et en ça, je pense que c'est vraiment comme un sportif, c'est que comme un corps s'adapte à des exercices de yoga, par exemple, il me semble que la musculature d'une voix s'adapte énormément. Et donc, de jour en jour, la voix change. La technique s'améliore, évidemment, s'affine, mais les sensations s'affinent aussi. Évidemment, comme entre l'oreille intérieure et l'oreille extérieure, on n'entend pas vraiment la même chose, lui est un excellent guide. Et donc, il me guide dans ce travail de technique et après, il me guide dans un travail un peu plus humain, on va dire. Donc, il me dit les rôles que je pourrais aborder ou qui seraient intéressants que j'écoute, mais aussi où j'en suis actuellement, ce qu'il faudrait que je fasse, des concerts, combien d'airs par concert, dans quel ordre, si c'est trop tôt pour essayer de trouver un agent après, quel agent, les aires d'audition, en fonction des théâtres, la grandeur des théâtres, on peut pas auditionner avec les mêmes rôles. Tout ça, je connaissais pas. La façon dont on travaille avec un chef de chant aussi. On se retrouve seul à seul avec quelqu'un. Il se passe des choses, évidemment, toujours entre 2 personnes. Des choses qui peuvent, quand on est jeune chanteur, quand on est débutant, il y a des choses qui peuvent être dites, qui peuvent nous fragiliser beaucoup. Au début, on n'est pas toujours très bon avec la justesse. Moi, j'étais très souvent très basse. Il y a des chefs de chant qui peuvent nous secouer à cause de ça. Alors, on se sent complètement nul. On croit qu'on n'y arrivera jamais, alors qu'en fait, ce n'est qu'une étape. Et il me semble qu'un bon professeur doit prendre en considération ces étapes et être toujours dans la bienveillance et dans le travail, dans la recherche.
Et c'est en ça que j'appelle être bien entouré. C'est vraiment être chaque chose en son temps, comme quelqu'un qu'on élève en fait. C'est comme un parent, j'imagine, avec un enfant. Il va pas lui demander de marcher dès le premier jour. Ouais. Il faut apprendre à marcher avant d'apprendre à courir en fait. Exactement. Exactement. Et toujours avec certaine bienveillance, on va dire, même si des fois il faut quand même être poussé dans ses retranchements. Mais être toujours dans un travail de recherche, et c'est passionnant, et c'est jamais fini. Il me semble qu'il faut être entouré par des gens qui permettent le changement. Et moi, c'est ce qui m'a manqué, je pense, en théâtre, et cet accent du Sud, par exemple. Je crois que je m'interdisais, moi, ou les gens autour de moi, ma famille, ou plein de choses, m'interdisaient de changer cet accent, parce que ça représente plein de choses. C'est une identité. Exactement. C'est identitaire, c'est les racines, c'est une sorte de loyauté envers la famille. Enfin, il y a plein de choses évidemment à trouver. Et dans la voix chantée, il faut trouver un professeur qui permette, ou être entouré de gens qui permettent de changer en même temps que la voix change. Et notamment avec une voix qui devient de plus en plus pleine, de plus en plus puissante, de plus en plus aboutie. Et c'est pas si évident de trouver des gens qui laissent changer l'autre. Tu as vu des changements dans ton entourage, de voir que tes relations évoluaient en même temps que ta voix et toi changeaient ? Énormément. Je pense que le chant touche, surtout sur plein de domaines, il y a des changements qui s'opèrent. Le théâtre aussi, mais il me semble que chanter, comme c'est vraiment très corporel, beaucoup de choses qui changent dès lors qu'on chante. C'est pour ça que même en amateur, on peut ressentir ça. Après, au niveau professionnel, il me semble, en tout cas pour moi, qu'il faut le jumeler avec une psychanalyse. Parce que ça fait bouger énormément de choses. Et moi, j'ai bougé beaucoup. Et déjà, par exemple, pris cette décision de quitter le théâtre pour faire que du chant, j'ai perdu quasi la totalité de mes amis que j'avais en théâtre. Personne n'a compris ce changement. J'avais beau après essayer, alors après c'est normal, comme on change pas de terrain de jeu, mais de domaine, évidemment, les amis, c'est souvent les gens avec qui on fait le même métier, qu'on côtoie. Mais malgré tout, il y a des choses qui changent. Et puis après, au niveau de l'entourage, il me semble, oui, que... Après, est-ce que c'est les gens qui changent ou c'est nous qui changeons? Je sais pas, vraiment. Je pense que c'est un doux mélange entre les deux. Mais ce qui est sûr, c'est que si on a envie de chanter à un niveau élevé et en soliste, il faut être extrêmement solide intérieurement. Et il me semble que cette solidité se trouve dans une certaine solitude. Et du coup, c'est pas qu'on se coupe, mais c'est qu'on devient plus sensible, pas au regard des gens, mais peut-être à certains conseils, à certaines phrases. Il faut se protéger un petit peu. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est vrai que plus j'avance, plus mon cercle d'amis se restreint, moins j'ai besoin d'avoir de conseils aussi. Et ça, les gens peut-être au début sont friands de donner des conseils, et puis dès lors qu'on n'en demande plus, les relations changent. On a moins besoin de l'autre. Et l'autre, du coup, peut se trouver un petit peu bête parce on lui demande pas son avis. Je demande plus. Du coup, c'est vrai qu'une certaine solitude s'opère, chez moi en tout cas. Peut-être que chez d'autres chanteurs, au contraire, ils veulent enrichir les points de vue et demander à plein de gens. Moi, non. Au contraire, parce que le moindre point de vue de quelqu'un va créer un léger doute à un moment. Et je ne peux pas douter. Ou alors, en tout cas, si je doute, c'est que c'est un doute constructif et c'est moi qui vais à un moment donné être à l'origine de ce doute. C'est pas quelqu'un. Pourtant, des avis, des opinions, tu en as à chaque fois que tu chantes vis-à-vis de quelqu'un, à chaque fois que tu chantes pour quelqu'un, notamment en condition d'audition. Donc du coup, comment est-ce que tu fais pour gérer le fait que tu reçois des avis constamment sur ce que tu produis au niveau du chant ? Et qui plus est, tu es jugé pour ton chant et pour ce que tu... Eh bien, ça va s'étayer. J'ai pas encore eu
l'occasion de passer vraiment énormément d'auditions importantes, j'entends, pour des théâtres. Je commence, donc je vais doucement affiner cette sensation. Il me semble que, alors déjà, je m'enregistre. C'est con, mais au moins je sais ce que j'ai fait, je m'écoute. En fait, j'essaie d'abord, c'est peut-être très narcissique, mais j'essaie d'abord de me plaire à moi-même. Et je sais très bien que les auditions et en théâtre, c'est pareil, et tout le monde nous le dit. Ça dépend pas que de nous. On peut avoir fait une super audition, ils veulent une petite brune ou une grande blonde, c'est indépendant de notre qualité vocale. Ils ont un ténor déjà qui fait 1,60 m. Si la soprano fait 1,75 m, ça va pas aller. Alors évidemment, après, quand on a un agent, on a des retours. Donc on sait plus ou moins quand même où on s'appuie. Quand on n'en a pas, quand c'est des auditions comme ça à la chaîne où on est vraiment sans et puis on reçoit juste un mail non merci, mais merci d'être venu. C'est vrai que là on peut douter, mais il me semble que il y a un moment donné on sait ce que l'on fait. Après qu'on plaise ou pas, c'est indépendant de nous ça. Il faut, je crois, rester dans le travail. Rester dans le travail, dans le phrasé, dans l'interprétation du rôle, dans l'incarnation d'un personnage, dans la justesse des notes, dans les couleurs qu'on veut donner. Je crois qu'il faut être content de ce qu'on fait au moment T, et puis après la décision, ça ne nous regarde plus. En fait, ça te permet de rester mentalement saine. Exactement, parce que sinon, alors on va quoi? Elle va être aimée un jour, puis le lendemain on va être plus aimée, on va se dire «Ah, mais pourquoi?» On peut pas plaire à tout le monde, même dans la vie, de toute façon, on peut pas plaire à tout le monde. Essayons déjà de se plaire à soi-même, c'est déjà pas mal. Et puis essayons de plaire au compositeur, de faire ce qu'il y a d'écrit, avec évidemment cette liberté qu'on a d'interpréter à notre façon quand même. Mais je pense que c'est tout, hein, parce qu'après sinon, c'est la porte ouverte à quelque chose où on peut vite tomber, non pas en dépression, mais être marionnette comme ça du désir des autres. Et puis qui sont ces autres en face? Il faut aussi remettre à leur place ces gens-là. Ce n'est que leur avis. Mais tellement, tellement, tellement. En tout cas, c'est comme ça que j'essaie de me protéger. Parce que sinon, c'est ça. Il faut, je crois, beaucoup se protéger. Parce que déjà, on prend beaucoup de risques à chanter toute seule, tout seul. Non, c'est sûr. Il n'y a ni instrument, ni partition derrière lequel se cacher. Non. Donc, c'est déjà pas mal. Alors, après, on essaie de mettre dans sa vie et dans sa manière d'être beaucoup de douceur, de rondeur, me semble. Alors, je ne sais pas pourquoi cette question me vient en tête là maintenant, mais je me demande, est-ce que tu fais une différence entre toi quand tu chantes, entre toi quand tu es sur scène, et toi dans la vie de tous les jours? Alors, bonne question. Ou est-ce que Irina, quand elle chante, c'est Irina, c'est toujours Irina? Ou est-ce que Oui, y a... c'est toujours moi, oui. Et j'aime bien d'ailleurs. J'aime bien cette espèce de méthode qu'on retrouve en cinéma, qu'on retrouve en théâtre, cette méthode un petit peu stanislavskienne, comme on dit, russe, où c'est si j'étais dans une certaine situation, si moi, Irina, j'étais dans cette situation, comment je réagirais? Je vais pas essayer d'imaginer comment Juliette pourrait être. Non, moi, si je suis dans un tombeau, comment moi je réagis? Et je trouve qu'en ça, c'est très important d'avoir une vie à côté qu'on nourrit, parce qu'il me semble que c'est la vie de... Je sais plus qui disait ça, c'est un très grand comédien qui a une voix magnifique, son nom m'échappe. Il disait que toute la vie d'un artiste, c'était d'être en paix avec son piéton, la personne comme ça au quotidien qu'on était. Il me semble qu'il faut nourrir beaucoup, beaucoup le piéton pour après sur scène être dense, avoir une présence importante, avoir des choses à dire. Enfin, des choses à dire. En tout cas, essayer. Ah, si, tout à fait. Je pense qu'en tant que chanteuse, t'es là pour raconter une histoire. Si tu produis juste un joli son, les gens préféreront écouter un CD que de venir te voir. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vois la chose.
Oui, tout à fait. Et puis, il me semble... Mais c'est vrai que des fois, on a des idées un petit peu préconçues sur certains rôles, sur certains personnages. Et c'est comme des fois, on a des idées préconçues sur sa voix, ou sur une voix d'ailleurs, une voix lyrique. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'on était capable de faire des sons qu'on imaginait. C'est très difficile de faire des sons qu'on n'imagine pas. Mhm. Et justement, ce travail à la maison de recherche, tous les jours, c'est essayer de lâcher un peu les idées qu'on pourrait avoir et d'essayer d'autres choses sans même y penser, de voir ce que la musculature est capable de faire, des sons qu'on est capable de faire, et des sons très singuliers. Par exemple, moi j'adore cette chanteuse, c'est Renée Fleming. Elle fait des sons assez singuliers que d'autres chanteuses ne font pas. Mhm. C'est les siens, c'est sa singularité. Peut-être qu'elle les a entendus, elle. Toujours est-il que moi, je les ai entendus nulle part ailleurs et que j'essaie de l'imiter parfois, c'est très important, pour trouver des choses. Et puis, des fois, il faut se laisser surprendre. Et il me semble que dans l'interprétation, dans la densité d'une chanteuse, il y a tout ce travail de recherche qui doit être fait au quotidien, dans sa vie de tous les jours, pour s'enrichir, imaginer des sons, mais imaginer aussi des sensations au vivre, quoi. Je sais pas si tu as vu, il y a une magnifique pièce de théâtre qui avait été faite sur des cours entre Louis Jouvet et une comédienne sur le monologue de Elvire dans Don Juan de Molière. Ok. Et elle est technicienne, cette comédienne, elle est magnifique. Et il lui dit, c'est superbe ce que tu fais. De toute façon, quoi que je vais te demander de faire, tu es suffisamment technicienne pour le faire. Mon conseil, c'est de vivre maintenant. Va vivre. Parce qu'évidemment, imaginer tomber amoureuse d'un homme, le voir, la tromper, aller absolument partout dans le monde et le détester à ce point de rentrer en religion et revenir lui faire ce monologue en lui disant je ne vous en veux plus, je vous ai follement aimé et maintenant je me retire. Comment une fille de 25 ans qui a pas vécu grand-chose peut dire ça avec cette densité? Alors il y a la technique qui permet ça, et puis après il y a la vie, quoi. Et il me semble que pour une chanteuse ou pour quelqu'un qui se met sur scène face à un public, c'est très très important de, en plus d'une technique, de travailler son matériau qui est sa psyché, quoi. Nourrir sa vie intérieure, en fait. Oui, c'est très important par des lectures, par une vie amoureuse, par une vie de famille, par un quotidien, par plein d'autres choses, hein, de se nourrir d'autres artistes, des musées, plein de choses comme ça. Et du sport. Parce qu'en effet, il y a un corps. Et ce corps, il faut qu'il fonctionne au mieux. Il me semble que c'est très très important aussi. Alors après, tu parlais tout à l'heure en effet de l'importance physique que ce métier pouvait avoir ces dernières années. Enfin, c'est vrai qu'on voit quand même beaucoup de stars lyriques très très loin d'être très très moches, hein. Je me questionne là-dessus. Sur l'importance accordée au physique, c'est ça? Oui, parce que je pense qu'elle y est. Je pense qu'elle y est. Il faudrait pas que ça en devienne des critères obligatoires. Mais c'est vrai qu'après, il y a une interprétation, il y a une incarnation. Le surpoids joue, le surpoids le surpoids dit quelque chose. Tout dit quelque chose en scène. La gestuelle, la façon de marcher, la façon de respirer, la façon de regarder, tout parle. C'est pour ça d'ailleurs qu'en cinéma, il n'y a pas grand-chose à faire, parce que la caméra est tellement proche que tout joue, quoi. En scène, il me semble que c'est pareil. Alors c'est vrai que quelqu'un qui est extrêmement en surpoids, en fonction du contexte, de l'histoire, ça peut être en contradiction. Parce que malgré tout, l'opéra, c'est... Alors après, il y a le CD où il y a les concerts. Où là, je suis d'accord que le physique n'a plus aucun impact. En tout cas, ça ne raconte rien, parce qu'on est vraiment dans la musique pure. Mais sur scène, c'est quand même l'opéra, la quintessence, il y a du théâtre, quoi. Il y a de la mise en scène, hein. Il me semble que c'est Mhm. important. Et puis après, tout simplement pour des raisons, me semble-t-il, euh, de santé. Lisette, qui a fait récemment les Huguenots à Bastille, qui est absolument magnifique, était une
jeune femme en très gros surpoids qui a décidé très vite, parce qu'on lui a conseillé de maigrir, mais parce qu'aussi elle avait une voix plutôt de soprano légère, coloratour, qui était destinée à des rôles plutôt légers, quoi, des Juliettes, des Lacmé peut-être, je sais pas exactement son répertoire, mais c'est vrai qu'on lui a conseillé de maigrir et elle l'a fait et elle en parle énormément. C'est évidemment parce que là, c'est remarquable, elle a perdu une 40aine de kilos ou même peut-être plus, elle est, je crois, marathonienne même. Donc on sait très bien que c'est difficile de perdre du poids et beaucoup de poids, c'est très difficile. Mais elle le dit que c'est mieux. Elle est beaucoup plus à l'aise sur scène, beaucoup plus à l'aise dans son corps. Elle transpire beaucoup moins. Le souffle est facile. Et c'est quelque chose que tu travailles, cet aspect physique, cet aspect contrôle du corps pour le chant? Là, actuellement, oui. Après, c'est vrai que, pour le coup, quand on parlait tout à l'heure des changements que le chant opérait, moi, pour le coup, quand j'ai commencé le chant, j'ai perdu énormément de kilos. Alors, je ne sais pas si ça a un lien. Toujours est-il que c'était une constatation. Donc, j'ai vu un corps se transformer et que j'ai dû, en plus d'un travail vocal, j'ai dû appréhender ce nouveau corps. Et mon professeur m'a conseillé, en effet, de me développer parce que j'ai une voix plutôt importante, avec un corps, lui, qui l'était de moins en moins. Donc, il m'a demandé d'aller en salle de sport me muscler pour soutenir cette voix. Donc, du coup, comme une bonne élève, j'ai décidé d'aller en salle de sport et de voir. Parce qu'avant, je faisais pas mal de yoga, de barre au sol, mais pas du tout de la musculation à proprement parler, quoi. Je sais pas trop, je pense que j'ai pas un corps à me muscler énormément, à me développer. Très vite, je me suis fait mal. Toujours est-il que du coup, j'ai quand même trouvé une espèce de milieu. Et oui, je me maintiens en forme. Je vois que c'est très important, en fait. Parce que ce qu'on ne dit pas assez, c'est que le chant, plus la musculature se développe, plus la position du corps est importante. Et malgré tout, une position corporelle, ça demande une espèce de proprioception importante. Et donc, ça demande une musculature, mais on n'est pas obligé d'être des bodybuildeuses, hein. Mais en tout cas, pour moi, c'est vachement intéressant de travailler mon corps pour travailler toutes sortes de positions, en fait, pour que le chant soit le plus facile possible, le plus endurant possible, et que des nouvelles sensations apparaissent. Et tu t'es tournée vers quel sport? Alors, je vais faire la promotion. Non, j'ai le droit de faire une promotion de salle de sport? Non, je crois pas. Bon, salle de sport. Moi, j'y vais entre 2 ou 3 fois par semaine, en raison d'une heure. Et je fais des choses pour de l'endurance. Donc, je cours, je fais de l'elliptique, et beaucoup. Mais je fais aussi pas mal d'exercices de musculation pour développer en fait tout ce qui est autour de ma cage thoracique. Donc les dorsaux, les pectoraux, les bras, tout ce qui est la nuque, les attaches du cou. Et puis petit à petit, je suis en train de m'apercevoir que les jambes sont terriblement importantes, ce que je n'imaginais pas. Et en fait là, mais ça fait des années quoi. Mais je suis en train de me rendre compte que, pour te dire, j'avais un problème de médium. J'arrivais pas à trouver le lien qu'il pouvait y avoir entre ma voix de poitrine et mes aigus, qui étaient importants, et mon médium. J'avais l'impression que c'était comme un sablier, qu'il y avait vraiment une partie extrêmement fine vers le fa central, qui me mettait extrêmement en danger. Ça cracouillait, je comprenais pas du tout ce passage. Ça fait longtemps que je cherche. Eh bien, je l'ai trouvé en allant chez le podologue. J'avais mal au pied gauche. Et il m'a plus ou moins fait comprendre d'où ça venait. Et il m'a dit surtout que j'étais beaucoup trop sur l'avant des pieds. Ok. Je me pensais droite et il me fait: vous ne l'êtes pas. Et donc il m'a légèrement, mais légèrement évidemment, remise un petit peu sur l'arrière et sur les talons. Eh bien c'est con, mais j'ai trouvé complètement mon médium. Et j'ai appelé mon professeur le lendemain, je crois, parce que du coup ce jour-là j'ai travaillé comme je travaille tous les jours, et je me suis dit voyons voir ce qui se passe quand je me mets légèrement sur les talons. Eh bien légèrement sur les talons a fait que mon larynx
et toutes mes attaches, mes dorsaux, mes abdos, tout s'est légèrement basculé vers l'avant et j'ai trouvé tout d'un coup un socle que je ne trouvais pas. Et il me semble que le sport sert à ça. Tu avais trouvé tes racines en fait. Ah mais écoute, oui, exactement. Alors que je cherchais, parce que ce médium me questionnait énormément. Et, et si j'avais cru que c'était le podologue qui allait m'aider à trouver mon médium. Ouais, c'est complètement fou, c'est incroyable en fait. Donc, et je pense que c'est sans fin, évidemment. C'est comme le yoga, c'est comme la souplesse. On n'est jamais définitivement souple comme ça. On peut toujours être plus souple, quoi. Et une voix peut toujours être plus souple, plus sonore, plus belle, avec des couleurs plus faciles. Et c'est ce qui me semble passionnant dans ce métier. Ouais, on cesse jamais d'apprendre. Exactement. Je suis très contente en tout cas de ce métier. Je ne regrette pas mes choix. Quoi ? En tout cas, j'en reviens pas de ton histoire de podologue et de semelle. Eh si, tu vois. Donc, c'est incroyable. Oui, du coup, je l'ai dit à toutes mes copines chanteuses. Je vais essayer de vous mettre un peu plus sur les talons. En tout cas, chez moi, parce que voilà, j'étais un peu trop vers l'avant, mais Mais donc, du coup, ce n'est pas fini, évidemment. Parce que maintenant, quand je vais au sport, tous les 2-3 jours, je fais tous les exercices que je fais depuis longtemps, mais un peu plus sur les talons. Et je vois bien qu'il y a toute une chaîne qui apparaît, que je ne connais pas. Je sens tout d'un coup un peu plus mes muscles à l'arrière des cuisses. Puis je sens un peu plus mes attaches du diaphragme à l'arrière du dos que je connaissais pas. Puis du coup, je sens un peu plus mon avant du cou. Parce qu'en allant un peu plus vers l'arrière, il y a des attaches dans le cou qui apparaissent. Bon, tout ça, c'est comment on appelle ça, un enchaînement de micro-mouvements, mais qui sont pour quelqu'un qui... Parce qu'évidemment, toutes les sensations du chant ne sont que des micro-sensations, mais encore faut-il les ressentir. Ouais, c'est ça. Tout est bon, en fait, à ressentir des choses nouvelles pour la voix, pour travailler. Et comment est-ce que tu travailles ? Est-ce que tu t'es fixé un objectif avec, pour réaliser cet objectif, un agenda ? Tu t'es fixé des buts, des étapes intermédiaires ? Comment ça se passe pour toi ? Non. Je me suis juste mis une limite parce que nous autres femmes, on a une horloge biologique pour devenir maman. Donc je me suis accordée dans ma tête avec mon compagnon une certaine limite d'âge à partir de laquelle il fallait que je pense sérieusement si un jour je voulais devenir maman. Donc je sais que je fais tout là pour faire de ma vie une vie de soliste parce que le travail dans les chœurs, je ne m'épanouis pas. Bon, c'est personnel, hein. Ça peut être très enrichissant pour certains et certaines. Moi, ça m'a énormément apporté les premières années. Je n'en ferai pas ma vie. Donc je fais tout pour faire de ma vie une vie de soliste, mais je pense après qu'il faut quand même être réaliste et lucide. Donc à partir d'un certain moment, puis on le sait, à partir d'un certain âge, après tout est plus compliqué. Déjà parce que malgré tout, quand même, les maisons d'opéra, il y a un certain jeunisme qui s'opère. Mais bon, après ça dépend des voix aussi. Donc une voix de lyrique légère, évidemment, elle c'est plus tôt. Une voix lyrique, voire un lyrico spinto, c'est plus tard. Donc voilà. En gros, mon but, c'est d'en faire ma vie, d'en vivre. Financièrement, j'entends évidemment. Après, j'ai pas d'ambition, par exemple, d'être un jour au Met ou à Bastille. Par contre, j'ai des ambitions de faire au mieux que je peux mon travail. Après, c'est vrai que c'est très plaisant d'être accompagné par un très bel orchestre, avec des très beaux collègues, dans des beaux costumes, des beaux décors, une belle scéno. Évidemment, ça c'est dans les grandes salles. Mais des théâtres nationaux en France me suffiraient amplement. J'ai pas d'ambition d'être une star internationale. Mais faire bien mon travail, et puis certains rôles. C'est vrai. Ça, c'est peut-être mes objectifs de chanter certaines choses, qui me feraient extrêmement plaisir. Donc, j'ai les ambitions de me faire plaisir, en fait. Ce qui est fondamental en soi. Mais voilà, je sais qu'après, j'ai peut-être l'ambition aussi de devenir maman un jour. Donc, il faut que j'arrive à jongler avec ça. Ouais, à balancer les deux. Ouais. Oui. On verra ce que la vie...
je me laisse un peu faire. Je fais tout pour. J'ai tendance à croire que le travail paye. Donc je travaille, j'avance et je regarde pas trop à côté. Et donc là, toute ta vie professionnelle est consacrée au chant. Oui, on peut appeler ça une passion. Donc ça me nourrit, ça me rend heureuse. J'ai pas besoin de plus. J'ai pas besoin d'autre chose en fait. J'ai besoin, après d'une vie de famille ou amoureuse, une vie amicale évidemment. Je me contente de pas grand chose en fait. C'est pas une vie d'ascète, mais c'est une vie de peu de choses. C'est que de la musique. Et alors, si ta vie c'est principalement de la musique, qu'est-ce qui se passe quand tu n'es pas engagée, quand pendant X semaines, X mois, tu n'as pas de projet? Si jamais ça t'est déjà arrivé, j'en sais rien en fait. Il y a des hauts et des bas. C'est pas facile quand il n'y a pas de travail, quand il n'y a pas de perspective. C'est pas facile, il faut avoir un grand désir pour continuer. Ce que j'ai toujours eu. J'ai jamais eu un moment donné où je me dis bon allez, laisse tomber, ça sert à rien, refais des maths. Et puis je crois que de toute façon dans tous les métiers c'est difficile. Il faut, pour le coup, c'est l'avantage de la musique. On n'a pas besoin comme en théâtre d'avoir une compagnie ou des partenaires pour en faire. Moi ce qui me nourrit c'est d'être sur scène, mais c'est aussi d'être au contact de la musique. Et donc tous les jours j'ai mon piano, j'ai mon pupitre, j'ai ma voix, et ça me suffit. Il faut trouver des opportunités parce qu'un chanteur ne progresse qu'en chantant et que sur scène. S'il n'y a pas de travail, je m'en crée. Tout le monde peut faire ça. On peut proposer des concerts et travailler son répertoire et ses airs de concert. Et déjà, ça donne des perspectives, des buts à moyen et court terme. Et c'est extrêmement plaisant parce que malgré tout, si on fait un concert, on est 2 chanteurs ou 3, voire on est seul. Moi, j'adore ça, de plus en plus. Ça demande un énorme travail. Et ça peut nourrir pendant des mois. Je ne demande pas d'avoir du travail tous les jours non plus parce qu'il me semble que c'est important d'avoir des moments pour travailler et pour préparer en fait. La préparation est très importante. Être sur scène, pour moi, c'est vraiment juste la partie émergée de l'iceberg. Hein. C'est le petit plus. Mais qui est nécessaire, évidemment. Sinon, on serait chanteur sous sa douche et puis basta. Et puis basta. Moi, c'est pas ce que je veux quand même. Merci d'être resté jusqu'au bout de ce premier épisode de Vie lyrique. Ça vous a plu? Vous avez envie d'en entendre plus? Alors je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle conversation avec un autre artiste. D'ici là, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, on est présent un peu partout, sur Instagram, sur Facebook, sur notre site internet. D'ici là, je vous fais des gros bisous, profitez de ce mois de décembre, et puis je vous dis à bientôt. Ciao!